Pierre Graff, donc je suis PDG du regroupement des jeunes chambres. On représente une quarantaine de jeunes chambres de commerce à travers le Québec, 16 régions administratives, composées à 70% en gros de jeunes professionnels, 30% de jeunes entrepreneurs et travailleurs autonomes. Et on a pour mission justement de les représenter et de les soutenir. Dans ce cadre-là, justement, on développe souvent des études économiques, des mémoires, des livres blancs et évidemment des sondages. On travaille beaucoup avec Léger. Et on a décidé, il y a près de 3 ans maintenant, d'essayer de mieux comprendre ce qu'allait être le portrait du marché du travail et de la perception qu'en ont les moins de 35 ans, parce qu'on le sait, il y a eu des changements majeurs. Vous avez vécu comme nous les 3 dernières années, les mêmes enjeux. Et on a donc décidé de réaliser un sondage tous les 6 mois à travers tout le Québec avec justement un nombre de répondants assez élevé pour être capable de voir si on avait affaire à certains enjeux qui étaient plus conjoncturels ou certains enjeux qui étaient plus structurels. Évidemment, là, vous vous doutez, on a le 5e sondage que je vous présente aujourd'hui. Il y a des tendances lourdes qui se dessinent. Certaines ne vont pas vous surprendre, d'autres peut-être un peu plus. Et c'est pour ça que je vais vous les partager. Donc, comme je vous l'ai dit, objectif numéro 1 des sondages, comprendre un peu ce qui se passe au niveau des moins de 35 ans. Deuxième chose qu'on souhaitait réaliser, donc le deuxième objectif, c'était aussi d'ouvrir un dialogue intergénérationnel, qui est vraiment cet échange entre les moins de 35 ans et leur vision du marché du travail avec les employeurs peut-être un petit peu plus âgés, et pour s'assurer que tout ce beau monde communique, parce qu'au final, c'est la productivité de nos entreprises et notre richesse collective qui est en jeu, et donc il faut faire face à ces changements. On peut donc avancer et y aller rondement avec la page numéro 5. Je saute directement pour vous aider. Et on va commencer avec quelques statistiques très intéressantes. Parmi les gens qui faisaient du télétravail, il faut savoir que pendant la pandémie, c'était à peu près 6 personnes sur 10 de moins de 35 ans qui faisaient du télétravail. Donc nous, on a sondé évidemment le domaine tertiaire. On ne vise pas du tout ici la réalité du secteur primaire et secondaire. Mais c'était quand même 99% qui avaient fait du télétravail qui voulaient poursuivre. Donc ça, c'était quand même assez important. On voyait aussi que dans la nouvelle réalité, il n'y avait pas seulement le télétravail qui était là, mais aussi la recherche de flexibilité. Ça, c'est une constante. Vous allez le voir d'ailleurs tout au long du sondage. Au point que, justement, puis on parlera peut-être un petit peu de la fameuse grande démission qui ne s'est pas totalement matérialisée, mais il y a quand même quelque chose de résiduel dans cette affirmation-là. C'est que la flexibilité est devenue quelque chose qui est un acquis pour les moins de 35 ans, au point que 6 jeunes sur 10 disent même qu'ils seraient prêts à quitter un employeur s'il n'a pas justement cette ouverture à la flexibilité, que ce soit par rapport au télétravail ou par rapport à d'autres éléments qu'ils recherchent maintenant chez un employeur. De la même manière, on parle beaucoup de valeurs. Les entreprises qui aujourd'hui affichent des valeurs mais qui ne les incarnent pas, c'est un risque assez important. On parle de 2 tiers justement des répondants qui, là encore, disaient qu'ils étaient prêts à quitter un employeur qui, malheureusement, n'incarne pas ce qu'ils recherchent, ce qu'ils publicisent. Je te regarde, Noémie, mais je pense à Evol, par exemple. Ils ont une PDG qui incarne les valeurs de Evol, qui fait vraiment une différence. Je sais que les employés, parce qu'ils se reconnaissent là-dedans, évidemment, vont être beaucoup plus mobilisés. Et c'est vraiment cette adéquation, cette adhésion qu'il faut avoir à la fois dans le discours et dans les actions. Maintenant, pour tout ce qui est de la situation économique, évidemment, vous vous doutez que l'enchaînement pandémie, relance, récession, les enjeux avec l'inflation, les taux d'intérêt, etc., ça pose un enjeu majeur. Okay? Les jeunes professionnels de moins de 35 ans, évidemment, sont plus affectés. C'est un fait. Lorsque vous êtes en début de carrière, vous n'avez pas le salaire de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Donc, il y a une réalité qui est totalement différente. Et donc, le dollar est roi, et le dollar est roi pour beaucoup de décisions. Malheureusement, ça affecte évidemment leur réalité quotidienne. Vous voyez, d'ailleurs, les statistiques sont assez importantes. Il y a beaucoup de projets, surtout, qui ont été retardés. Donc là, est-ce qu'on voit un mouvement générationnel ou parce que, justement, le contexte est moins favorable, on a une génération qui fonctionne différemment, que ce soit au niveau de la retraite, que ce soit au niveau de l'épargne, que ce soit au niveau de l'achat de maison. Donc là, c'est quelque chose qui est très important à surveiller. Pour la conciliation, puis là, c'est vraiment la base aussi de travailler ensemble, qui était avant tout une espèce de portrait global de la réalité de la conciliation, travail, vie personnelle. Lorsqu'on a posé la question, puis là, vous voyez, d'ailleurs, je compare 3 sondages de suite en 1 an et demi, il y a quand même quelque chose de très pertinent, puis là, on voit littéralement un changement structurel.
c'est qu'il y a un changement de paradigme. Auparavant, vous le saviez, surtout les gens qui sont entrés dans le marché du travail il y a peut-être 40 ans, il y avait moins de jobs que de personnes qui appliquaient. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Et ce changement de pouvoir a changé aussi la perception du travail dans le cheminement, dans la vie des gens, surtout les moins de 35 ans. Et vous voyez, en gros, en moyenne, on a à peu près, on est passé de 58% à 55% à 62% de jeunes qui, lorsqu'on leur pose la question « Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie ?», ben, ils vont répondre leur vie personnelle. Vous auriez posé la question il y a 40 ans, ça aurait été complètement l'inverse. Et l'inverse de quoi? Ben, la carrière. La carrière, c'est stable, c'est en moyenne 7% sur les 3 derniers sondages. Ça veut dire qu'il y a seulement 7% des gens qui vont dire « Moi, je suis prêt à tout sacrifier dans ma vie pour mon travail ». C'est plus le cas. Donc, c'est une très belle nouvelle pour ceux qui sont carriéristes. Évidemment, on aura besoin de gestionnaires, on aura besoin de PDG, on aura besoin de gens qui font 70 heures par semaine. Par contre, c'est une moins bonne nouvelle, évidemment, pour les employeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra certainement adresser au quotidien et dans votre manière aussi de revoir les ressources humaines. Parce que ce n'est plus du tout les mêmes messages qui vont devoir se rendre au personnel et les mêmes attentes qui vont devoir être gérées. Pour ce qui est maintenant de l'équilibre, on a constaté aussi un écart générationnel. Il faut savoir que tous nos sondages, évidemment, il y a toujours un échantillon comparatif 36 ans et plus. Évidemment, on s'est aperçu que la conciliation était plus dure chez les moins de 35 ans que chez les plus de 36 ans. Il y a une explication quand même très rationnelle et très logique derrière ça. C'est souvent qu'on est des jeunes parents, j'en fais partie. Je suis sur scène présentement, dans 1 heure je suis à la garderie. Donc, c'est notre réalité. Mais ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc, toujours à surveiller comment, éventuellement, les employeurs peuvent intégrer ça dans la vision qu'ils ont du travail chez les moins de 35 ans dans leurs équipes. L'autre chose qui était aussi inquiétante, c'est que, puis là aussi c'est peut-être corrélé au fait aux enfants, mais reste qu'il y avait quand même une disparité assez importante en termes de sexe. Donc évidemment, je vous invite à garder ça en tête, puisque c'est évidemment les jeunes femmes qui sont le plus impactées. Si vous allez encore sur le marché du travail au niveau de ce qu'on doit faire, alors ça c'est un peu, les gens me challengent beaucoup sur cette statistique-là, parce qu'on voit qu'il y a une volonté d'être moins carriériste, d'avoir plus de place dans leur vie personnelle, mais on reconnaît à l'opposé que réussir, ça prend des sacrifices. Donc, là encore, quelque part, il y a cette dualité qu'il va falloir adresser, puis évidemment, il n'y a pas de réponse immédiate, mais les gens auront à faire un choix. Est-ce qu'on verra dans les prochaines années se rééquilibrer les gens qui priorisent leur vie personnelle à leur carrière et inversement? C'est ce qui jouera l'arbitre par rapport à cet enjeu statistique qui est pour l'instant plus dur à expliquer. Si on va maintenant, évidemment, sur l'enjeu du moment, je pense qu'on en a parlé en long, en large, en travers, mais c'est quelque chose qu'on surveille depuis le début et qui nous a beaucoup inquiétés. Parce qu'à travers, malheureusement, tout ce qui s'est passé, nous, on a eu beaucoup de flags sur le terrain, on a la chance d'avoir justement cette quarantaine de jeunes chambres qui sont membres. Il y avait beaucoup de témoignages très, très difficiles, que ce soit de jeunes entrepreneurs, de jeunes professionnels, de jeunes gestionnaires, qui souffraient évidemment du contexte. Malheureusement, ça ne s'est pas résorbé. On aurait pensé justement qu'avec la pandémie, il y avait évidemment un écart statistique très important parce que le contexte est ce qu'il est. On est enfermé chez nous, on travaille tout le temps, on n'a rien d'autre à faire. Puis ça aurait pu disparaître comme magie parce qu'on pouvait de nouveau aller dehors puis aller à des concerts en plein air. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un enjeu évidemment qui va être adressé. Vous voyez qu'il y a une loi qui a été passée récemment justement pour les employeurs d'une certaine taille de mettre en place une structure pour potentiellement adresser ces enjeux-là. Mais ça veut dire que clairement, c'est un enjeu structurel. Donc c'est un enjeu qui demande pas seulement une série de mesures du côté des employeurs, mais du gouvernement et qui sera donc évidemment très, très important dans les mois et années à venir, parce qu'on sait que, vu ce que coûte l'absentéisme au travail en raison de problèmes de santé et notamment de santé mentale ou d'enjeux avec le bien-être, là, il y a une perte massive, évidemment, pour les entreprises, mais aussi pour la société, qui doit utiliser des sommes considérables pour, malheureusement, traiter les personnes qui souffrent de ce type d'enjeux. Santé mentale, j'en ai parlé en masse, on n'a que 15 minutes, donc on va passer. Mais je resterai peut-être juste sur cette statistique-là. Il y a une réelle surcharge. C'est plus de la moitié des jeunes de moins de 35 ans sur le marché du travail qui estiment qu'ils sont surchargés mentalement. Donc, pensez pas que c'est seulement le statistique des personnes qui sont rendues au point de faire un burn-out ou d'une dépression.
qu'on doit aider. C'est un phénomène qui est plus global, malheureusement, et ça demande donc des réponses plus importantes. Mesures efficaces. Alors, il y a des enjeux, il y a des solutions. C'est ça qui est intéressant. On s'est aperçu que parmi les gens qui avaient été sondés, qui étaient dans des entreprises qui avaient mis en place certaines mesures pour adresser les enjeux de santé mentale, il y avait une réelle réponse positive des employés de moins de 35 ans. Et parfois, ça ne prend pas quelque chose d'énorme. Donc, dans les solutions qui ont été nommées, c'est tout simplement désigner quelqu'un à qui on est capable de parler. Pour les plus grandes entreprises, c'est sûr qu'ils ont des programmes, ils ont accès à la psychothérapie en ligne, la télémédecine, des ressources humaines spécialisées là-dedans. Et pour les plus petites structures, je pense que juste l'ouverture au dialogue, juste présenter une personne comme étant responsable pour parler si des gens ont des enjeux en toute confidentialité, ça avait vraiment un impact important sur les jeunes professionnels. Donc, je vous encourage fortement à regarder ce qui se fait dans les entreprises, puis les résultats très probants qu'ils ont tirés de ces expériences-là. J'en ai parlé en masse. Maintenant, on va aller plus sur le télétravail. Je l'ai nommé au début, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait aussi un lien entre le retour au bureau et les enjeux de santé mentale. Donc là, c'est là je fais le lien entre les différentes statistiques. En moyenne, il y a à peu près 2,6 jours travaillés pour les moins de 35 ans au bureau, et donc 2,4. On fait le travail sur 5 jours, évidemment. On n'est pas des tortionnaires, on ne travaille pas 7 jours semaine. Mais vous avez donc une santé mentale qui est meilleure chez les gens qui sont dans la moyenne, donc 2,6 jours au bureau, 2,4 jours au bureau, que pour les gens qui travaillent très majoritairement au bureau. Donc là, on est à 3,5 jours par semaine. Alors ça, c'est quelque chose qui a été quand même assez surprenant, je vous dirais, qu'on va évidemment continuer de surveiller. Mais il faut savoir que c'est ça. Après un certain niveau de jours au bureau, on voyait une corrélation assez négative sur la détérioration de la santé mentale chez les 35 ans et moins. Là encore, dualité. On veut être en télétravail, mais on sait que pour se démarquer, c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Je ne veux pas vous lancer la patate chaude, là, mais c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas encore totalement la réponse. Mais clairement, ça va apporter une modification des comportements. Parce qu'évidemment, parmi ces personnes-là, il y a forcément d'anciens gestionnaires. On ne restera pas avec les 7% de carriéristes qui veulent être gestionnaires. Il y en a plus que ça dans les organisations. Et évidemment, ça va redéfinir la manière dont les gens vont considérer le télétravail, la présence au bureau, etc. Et ça, c'est vraiment une stat que je vais vous partager aujourd'hui, que j'adore. C'est parce qu'on est évidemment dans la MRC de Portneuf. Merci pour l'accueil. Super belle région. Ma région favorite pour faire du vélo en partant de chez nous. Je vis à Québec. Mais on a sondé, donc, à travers 4 sondages, la volonté des gens qui vivaient dans les grands centres, donc là, Gatineau, Laval, Montréal, Québec, de s'établir en région s'ils avaient la possibilité de faire du télétravail à 100%. Et là, la réponse a été vraiment massive dans les premiers sondages. On approchait, je crois, le plus haut sondage a donné 54%, ce qui est quand même assez important. Donc, évidemment, vous vous doutez que c'est quelque chose qui est un enjeu majeur pour les villes, parce qu'ils perdent potentiellement des jeunes personnes, des jeunes familles, donc des consommateurs, donc des contribuables. Mais c'est une opportunité extraordinaire pour les régions, pour attirer et retenir les personnes. Alors, pour les motiver, il y a des jeunes chambres de commerce en plus, c'est génial, ils les accueillent, c'est merveilleux. Mais l'enjeu, on le sait par contre en région, c'est qu'on a une opportunité à saisir. D'un côté, on n'a pas assez de logements, pas assez de garderies. Donc clairement, il faut aussi que les villes prennent conscience de cette réalité-là, de cette opportunité-là, et mettent en place le plus de choses pour optimiser les chances de développer la population ou de renouveler la population de moins de 35 ans dans leur municipalité. La raison pour laquelle les stats ont baissé, elle est double en 2023. C'est soit qu'il y a eu un essoufflement parce que les personnes se sont dit « la vie est revenue au normal, j'ai moins envie d'aller en région », soit parce que aussi ça s'est matérialisé. Il faut savoir que si vous avez le rapport de l'Institut de statistique du Québec qui a été révélé début 2023, pour la première fois, on révélait, je crois que pendant l'année 2022, Montréal avait perdu des ressortissants comparé à toutes les autres années. Donc effectivement, il y a eu un mouvement vers les régions avec un gain quand même assez majeur pour notamment l'Estrie et le Saguenay. Mais ça veut dire aussi que ce n'est pas seulement une volonté, un vœu pieux des jeunes professionnels. Comme je le dis, c'est qu'il y a une réelle opportunité et je pense qu'elle est encore présente, même encore début 2024.
Choix de l'employeur. Donc, je vous ai démontré tantôt. David, il me reste combien de temps? 5 minutes, parfait. Mais merci. Dans le fond, on avait posé la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie personnelle, blablabla. OK. Maintenant, on a posé la question, qu'est-ce qui est le plus important dans le choix d'un employeur? Et alors là, cash is king. On avait beaucoup l'enjeu de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'inflation a joué? Est-ce que c'est, est-ce que cela? À travers tous nos sondages, c'est ultra stable. Puis le salaire est toujours important. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas chanceux parce que la conjoncture économique n'a pas nécessairement connu d'amélioration majeure. Les taux d'intérêt, l'inflation, etc., même si c'est le premier mois où l'inflation est passée sous la barre des 3% au Canada, ça a certainement impacté les choix, mais ça reste le choix numéro 1. Donc pour les employeurs, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle parce qu'on sait qu'il y a une guerre des salaires qui est enclenchée depuis pas mal de temps. Il y a des projets majeurs qui arrivent comme Northvolt qui vont complètement chambouler certaines régions avec la concurrence déloyale qui va se faire au niveau des salaires, etc., etc. Donc ça, il faut en être conscient. Parce qu'évidemment, dans la planification des ressources humaines, encore une fois, c'est quelque chose qui va changer énormément de choses. Arrivé en choix numéro 2, conditions indirectes, donc vous voyez tout ce qui vient avec ça. Puis les possibilités d'avancement. Donc là, on revient avec les personnes qui pensent exclusivement à leur carrière. On n'est pas trop loin de l'autre statistique, mais c'est un choix qui demeure important. Je vous ai parlé de démissions, de grandes démissions. En fait, au Québec, on aurait plutôt tendance, selon nos statistiques, selon nos études qu'on a vues donc depuis 2 ans et demi, à parler de démissions silencieuses. On voyait que dans la prochaine année, c'est à peu près un quart des personnes qui vraiment souhaitaient changer d'emploi. On est très loin des États-Unis où il y a eu un mouvement massif, là, puis on parlait de 50-60% de personnes qui allaient quitter. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour les employeurs parce que ça veut dire qu'ils sont majoritairement quand même du staff qui est relativement fidèle par rapport à une génération qui change plus que les générations précédentes. Et c'est pour ça qu'on a conclu à une démission silencieuse. Ça se traduit aussi dans les faits par des personnes qui généralement vont faire le strict minimum en attendant de quitter. Donc là aussi un enjeu pour les employeurs parce qu'on parle de productivité. Et puis pour rester compétitif, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens de moins de 35 ans qui se satisfont du strict minimum. La grammaire est parfois laborieuse quand vous dormez un peu moins avec 2 jeunes enfants. Vrai, oui, tout le monde est passé. Qui est passé par là? Oui, parfait. Vous êtes certainement dedans aussi. On a un petit problème technique. Impossible de visualiser, c'est merveilleux. Mais bref, si vous avez des questions, je serais absolument ravi d'y répondre. On va avoir une présentation de l'équipe du groupe Entreprises en santé. Ensuite, je vais revenir. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. N'hésitez pas à me challenger. Je ne suis pas méchant, puis ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci. Voilà, excuse-moi. Merci beaucoup. Ultra intéressant, Pierre. Merci d'être venu. Ashley, je t'invite à venir devant. Donc, on a parlé des attentes, des intérêts des jeunes. Maintenant, on va parler de la santé, des mieux-être au travail, des bonnes pratiques. Donc, Ashley, William, on est prêt? Super. La parole est à toi pour 15 minutes. Oui. Bonjour. OK. Testing. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ashley Savard-Lamotte. Je suis conseillère en santé mieux-être au travail au groupe Entreprises en santé. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner, de conseiller les organisations en lien avec les meilleures pratiques en santé mieux-être au travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment favoriser l'attractivité et la rétention de la relève avec les bonnes pratiques en santé mieux-être. Donc, juste pour commencer, je vais vous expliquer un peu qui est le groupe Entreprises en santé. Donc, on est un OBNL qui a été fondé en 2004. Notre mission, c'est de soutenir les leaders à construire des environnements de travail favorables à une culture de santé et mieux-être au travail. Donc, on est financé en grande partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux via le plan d'action interministériel 2022-2025 de la politique gouvernementale de prévention en santé. Puis, pour atteindre notre mission, nos actions sont d'inspirer les entreprises, de les outiller, de les accompagner, comme je fais dans mon rôle, de les reconnaître, donc reconnaître les bons coups, puis aussi de mobiliser les différents acteurs dans le domaine pour travailler ensemble, puis pas juste travailler en silo. Donc, vous pouvez venir me voir après ou ma collègue Claudia si vous avez plus de questions sur nos services. Mais juste pour vous dire, on fait de l'accompagnement, des outils, on a un sondage, on fait des formations en milieu de travail, en milieu universitaire. On organise aussi des groupes d'échange, des communautés de pratique en région pour parler de toutes sortes de sujets en lien avec la santé et mieux-être au travail. Puis aussi, on a une reconnaissance entreprise en santé. Donc, c'est une certification que les organisations peuvent obtenir lorsqu'ils mettent en place des bonnes pratiques.
Puis on organise aussi un concours des prix de distinction à chaque année pour mettre en valeur les bons coups des entreprises. Donc, d'abord, je vais commencer par parler de pourquoi on parle de la santé mieux-être au travail. C'est parce qu'aujourd'hui, les employeurs font face à de nombreux défis. Donc, on en a un peu parlé dans la présentation avant, mais il y a des problèmes grandissants au niveau de la santé psychologique, le stress. On parle même parfois d'une épidémie d'épuisement professionnel, donc avec la charge de travail, la pénurie de main-d'œuvre, ce qui amène des problèmes au niveau de l'attractivité, la fidélisation de la main-d'œuvre. Puis aussi toute la transformation du monde du travail constant auquel les entreprises doivent s'adapter. Donc, le télétravail, le travail hybride, comment est-ce qu'on fait en sorte que les employés restent engagés dans ces modes de travail-là, mais aussi comment faire en sorte qu'ils ne tombent pas en situation d'hyperconnexion. Donc, il y a aussi, par exemple, la transformation numérique. Donc, toutes les entreprises vont être confrontées à ça si ce n'est pas déjà en cours. Puis, je pourrais continuer à énumérer plein d'enjeux, là. Je pense qu'on est tous au courant des enjeux, mais tout ça pour dire que la santé, c'est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. On commence à se rendre compte que la santé mieux-être au travail est essentielle, puis on commence à le prioriser un peu plus, mais il reste qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, au groupe Entreprises en santé, la santé globale des employés est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Donc, avant de vous parler un peu plus de la santé globale, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment la définition de la santé, de manière générale, a évolué au fil des ans. Donc, c'est sûr qu'il existe plus de définitions que ça, mais juste pour vous donner une idée. Donc, au 18e et 19e siècle, on définissait la santé comme le silence des organes. Donc, quelqu'un en bonne santé, c'était quelqu'un qui n'avait aucun signe apparent de maladie. Ensuite, au 20e siècle, on définissait la santé selon le modèle médical. Donc, on disait que le corps est une machine qu'on répare lorsqu'elle est défectueuse. Donc là, on voit que le côté de prévention n'est pas encore là. On est plus dans le mode curatif. Puis, il y a la définition un peu plus récente de l'Organisation mondiale de la santé, puis c'est celle sur laquelle on s'inspire pour notre définition de la santé globale. Puis eux, ils définissent la santé comme un état de bien-être complet physique, mental et social. Donc, au groupe, on définit un employé en bonne santé comme quelqu'un qui est bien dans son corps. On parle de santé physique. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, on parle de santé psychologique. Bien dans son équipe de travail, on parle de santé sociale. Bien dans sa tâche, on parle de santé spirituelle. Puis ça, c'est dans le sens quête de sens. Je pense que ça devient quelque chose qui est de plus en plus important, surtout pour les jeunes générations. Puis il y a aussi être bien dans sa situation financière, donc la santé financière. Puis c'est important de comprendre que tous ces aspects-là de la santé sont interreliés. Si ça va un peu moins bien, par exemple, dans la santé physique, ça va affecter ta santé mentale et tous les autres aspects. Donc, le but, c'est de trouver un équilibre sain dans tout ça. Je vais sauter ces diapos par faute de temps. Donc, pour agir sur la santé globale, ce qu'on recommande, c'est d'agir dans les 4 sphères d'intervention qui sont connues pour leur impact sur la santé globale des employés. Les 4 sphères sont les saines habitudes de vie. Donc, on peut penser à tout ce qui est relié à l'activité physique, la nutrition, le sommeil, le stress. Il y a la conciliation travail-vie personnelle, donc les aménagements du temps de travail, la flexibilité, par exemple, d'avoir une politique de déconnexion. Les pratiques de gestion. Donc, dans les pratiques de gestion, on va retrouver, par exemple, tout ce qui est les pratiques de prévention des risques psychosociaux au travail. Donc, ça, c'est, par exemple, la gestion de la charge de travail, d'avoir de la reconnaissance au travail, du soutien des collègues et des supérieurs. Puis finalement, l'environnement de travail. Donc, on parle de l'environnement de travail physique comme ergonomie, espace de travail, mais aussi l'environnement de travail social. Puis, je vous ai mis santé mentale au centre, là, mais c'est santé globale. La raison pourquoi santé mentale est au centre, c'est que c'est vraiment un des enjeux principaux que les employés auxquels ils font face en ce moment. Puis, tous les sphères d'intervention vont avoir un impact sur la santé globale, puis aussi particulièrement sur la santé mentale. Ce qui est vraiment important en santé mieux-être au travail, c'est d'agir au niveau des 4 sphères d'intervention, puis pas juste de mettre en place des actions individuelles qui concernent seulement les employés, mais vraiment d'agir au niveau de la culture puis de l'organisation. Donc, c'est pas une conférence en gestion du stress qui va faire une différence. C'est plusieurs actions dans les 4 sphères, une démarche structurée, en fait. Puis ça m'amène à vous parler d'une étude récente qui est sortie en début d'année 2024
C'est une étude qui a été menée par William J. Fleming de l'Université Oxford. Donc, ça a été mené en 2017-2018 auprès de 46 000 salariés qui travaillaient dans 233 entreprises de services. Puis, dans le fond, ils ont comparé des employés ayant participé ou utilisé des interventions en lien avec la santé, mieux-être au travail et santé mentale versus les employés qui n'ont pas participé. Puis les types d'interventions, c'était justement des interventions individuelles, donc par exemple des applications de pleine conscience, de méditation, de gestion du stress. Puis la conclusion, c'est qu'il n'y avait aucune différence entre les groupes, entre les employés ayant participé et ceux n'ayant pas participé. Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est l'importance de mettre en place des interventions qui touchent aux organisations en général, puis de ne pas juste avoir des actions ponctuelles. Puis je cite l'auteur qui dit « Si les employés souhaitent accéder à des applications de pleine conscience, à des programmes de sommeil et à des applications de bien-être, il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous essayez sérieusement d'améliorer le bien-être des employés, il faut alors qu'il agisse de pratiques de travail. » Donc, ce qu'on recommande, c'est 8 facteurs de succès pour un programme structuré et réussi en santé mieux-être. Donc, le premier facteur qui est très, très important, c'est d'avoir l'engagement de la direction. Quand on dit direction, ça peut être entrepreneur, fondateur de l'organisation, peu importe, c'est la personne qui va être plus en tête de l'organisation. Puis la raison pourquoi c'est important, c'est que tout le programme structuré de santé mieux-être va découler de cette personne-là. Puis, si on veut montrer que c'est un programme sérieux, il faut que ça parte d'en haut, il faut que la direction montre qu'elle est engagée envers la santé mieux-être, il faut qu'elle communique souvent par rapport à ça, qu'elle montre l'exemple, qu'elle participe aux activités lorsqu'il y en a, puis aussi que la direction essaie d'adopter les comportements favorables au mieux de sa capacité. Il y a aussi l'implication de tous, donc tout le monde dans l'entreprise. Ça peut être les employés, les gestionnaires, les syndicats quand ça a lieu. L'important, c'est d'impliquer tout le monde dès le début de la mise en place d'une démarche et tout au long. On veut recueillir leurs commentaires, sonder les besoins, vraiment avoir une implication active de toutes les parties prenantes dans l'organisation. Ensuite, il y a les interventions liées aux besoins. Donc ça, c'est un piège dans lequel souvent les organisations vont tomber. Ils vont mettre en place des actions tendances, mais ils ne vont pas avoir sondé les besoins réellement. Donc, par exemple, fut un temps que, je ne sais pas, peut-être on pensait qu'il fallait mettre en place un gym au travail, puis là, au final, il n'y a personne qui l'utilise, il n'y a personne qui y va, puis l'employé vient de dépenser plein d'argent, mais au final, c'était peut-être la charge de travail qui était l'enjeu, puis pas l'activité physique. Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter le personnel. Ça peut être par sondage, ça peut être par groupe de discussion, par entrevue, ça va dépendre de la taille de l'organisation. Mais c'est vraiment important que les actions puis les interventions mises en place répondent à des besoins réels. Ensuite, il faut un processus structuré, comme dans tout projet sérieux en entreprise, il faut une structure. Donc, il faut, par exemple, des objectifs, un plan de réalisation, un échéancier, des responsables, un plan d'évaluation. Une démarche intégrée, donc c'est ce dont je vous parle depuis le début, là, de vraiment avoir des actions dans les 4 sphères, d'agir au niveau des pratiques de travail puis de la culture organisationnelle, là, de l'intégrer dans les priorités organisationnelles. D'avoir des communications efficaces. Donc, on peut avoir le meilleur programme de santé mieux-être sur la planète, mais si on n'en parle pas, puis les employés ne savent pas que ça existe, bien, ça n'aura pas d'impact. Ils ne vont pas utiliser les interventions, ils ne vont pas participer aux activités. Donc, c'est important de communiquer souvent, d'avoir des communications variées, adaptées, etc. Il faut aussi évaluer le programme. Donc, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'évalue pas. Donc, c'est important d'évaluer la satisfaction, la participation, puis d'ajuster. C'est vraiment un processus d'amélioration continue. Puis, finalement, il faut allouer un minimum de ressources. Donc, il faut du temps, du personnel, puis de l'argent. La santé mieux-être au travail, ce n'est pas quelque chose qui doit forcément coûter très cher. On peut mettre en place des interventions qui ne sont pas très coûteuses, mais il faut quand même des personnes responsables qui travaillent sur le projet. Puis, ce qui est important à noter, c'est que toutes ces conditions-là, c'est vraiment une responsabilité partagée entre l'organisation, l'employeur et les employés. Donc, l'employeur est responsable de mettre en place puis ces conditions-là, puis de favoriser
de mettre en place un environnement qui favorise la santé globale des employés, mais les employés sont aussi responsables de prendre action, de participer, de partager leurs besoins, puis aussi d'adopter les bons comportements. Donc, pour finir, je vais vous parler de 2 exemples inspirants. Puis, vous allez voir que peut-être que ça s'applique, ces 2 entreprises de services, peut-être que ça ne s'applique pas trop au secteur ici, mais ce que je veux faire ressortir, c'est vraiment le programme structuré puis les actions dans les 4 sphères. Puis c'est vraiment ça qui marche. C'est que dans les 2 organisations, la santé mieux-être est vraiment au cœur de l'entreprise, puis c'est pour ça que les employés sont attirés puis fidèles. Donc, d'abord, il y a Brio Conseil. Donc, on les connaît parce que, comme je vous ai dit au début, on organise des prix de distinction à chaque année, puis ils ont été lauréats en 2022. Donc, c'est une entreprise de conseil en management d'environ 65 employés à Montréal. Puis, ils ont vraiment une culture axée sur le plaisir et la bienveillance. Puis, vous allez voir, ils ont un programme structuré, comme j'ai dit. Ça, c'est juste quelques exemples de tout ce qu'ils ont mis en place dans l'organisation. Mais par exemple, ils ont des horaires de travail réduits pendant 2 mois l'été et l'hiver pour combattre la dépression saisonnière. Ils ont des lundis matins consacrés au travail individuel pour contrer le blues du dimanche. Ils ont des horaires réduits pour s'adapter aux besoins et aux phases de la vie. Donc, par exemple, si on a des nouveaux parents, si on devient proche aidant, des défis sportifs, des équipements d'entraînement disponibles au bureau. Ils ont des activités et des conférences en lien avec la santé mentale, des repas locaux et 0 déchet et des paniers de fruits au bureau, puis un budget annuel pouvant être investi en dépenses de santé ou déposé dans un REER. Donc, comme vous voyez, ils ont vraiment des actions qui touchent aux 4 sphères. Puis, ça démontre qu'il y a vraiment un impact positif. Donc, il y a une diminution significative du stress qui a été remarquée chez les employés. Donc, c'est quelque chose qu'ils suivent par des sondages. Donc, ils font des sondages réguliers pour consulter le personnel, mais aussi à la fin, après chaque nouvelle intervention, ils sont toujours en train de suivre puis d'améliorer. Puis aussi, donc, ils ont une meilleure attractivité et une diminution du taux de roulement. Ensuite, il y a Toutello. Donc, Toutello aussi, ils ont gagné nos prix de distinction à plusieurs reprises. Et ils sont aussi certifiés à la norme entreprise en santé. Donc, c'est une entreprise en technologie de l'information avec plus ou moins 300 employés. Puis peut-être qu'il y en a qui vous connaissez, mais ils ont développé Bonjour Santé. Donc, leur mantra, c'est « Aime ton travail, profite de la vie ». Puis c'est vraiment au cœur de l'organisation. Si vous allez sur le site Web, je pense qu'ils parlent plus de la santé mieux-être que de leur service. Comme j'ai dit, c'est ça, la santé mieux-être est au cœur. Sont très, très forts sur la flexibilité et la conciliation de travail-vie personnelle. Puis je pense qu'il y en a qui vont peut-être être jaloux ou jalouses, mais dès l'embauche, ils ont 8 à 11 semaines de vacances par année. Il y a des horaires flexibles, donc les horaires, le temps de travail. Il y a du télétravail qui existe depuis 1999, donc qui était à l'avance sur tout le monde. Puis il y a aussi de la géoflexibilité. Ils ont une politique de déconnexion, donc ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode maintenant. Il y a aussi une grande importance accordée au développement durable. Donc, ils ont plus de 50 politiques environnementales qui sont mises en place. Donc, par exemple, tout ce qui est en lien avec le transport dans l'entreprise ou les matériaux qu'ils utilisent, ils font très attention à ça. Ils ont aussi un programme qui s'appelle Sherpa. Donc, tu peux être jumelé avec un parrain ou un marin dans l'entreprise pour t'aider à naviguer un peu la culture, puis si tu as des questions, trucs comme ça. Puis, finalement, les tâches sont assignées selon le talent, l'intérêt et les besoins de l'entreprise. C'est le concept de l'ikigai. Je ne sais pas s'il y en a qui vous connaissez. Ouais. Je pense que c'est justement, dans la quête de sens, c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus. Mais dans le fond, ce concept, c'est de faire quelque chose que vous aimez, de quoi on a besoin, que vous êtes payé pour, puis finalement, en quoi vous êtes bon. Puis ça vous permet d'être dans votre ikigai. Puis, il y en a qui pourraient penser que tout ça coûte très cher. Comment est-ce que c'est possible de faire tout ça, de donner 8 à 11 semaines de vacances par année? Bien, pour Toutello, c'est parce qu'ils croient fortement dans le fait que si on prend soin des employés, les employés vont prendre soin de l'organisation, puis ça fonctionne vraiment bien pour eux. Donc, ils ont une croissance soutenue. Il y a toujours des nouveaux employés. Le taux de roulement est très bas, puis ils ont une forte attractivité. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi.
Donc, je vous laisse sur deux messages clés. Donc, d'abord, la santé mieux-être au travail, c'est vraiment une responsabilité partagée entre les employés et l'employeur. Donc, les deux peuvent et doivent agir ensemble en prévention de la santé globale. Puis, ce qui fonctionne, c'est vraiment la démarche structurée, intégrée dans la culture organisationnelle et basée sur les meilleures pratiques. Merci. Merci, Ashley. Je t'invite à rester avec moi. On va inviter Catherine et Diego à se joindre à nous comme nos invités vedettes. Je vais inviter Pierre à venir nous rejoindre. Ça va être une genre de conversation, tu sais, comme un plateau de télé, où est-ce que finalement, Diego et Catherine sont comme le cœur de la conversation. Oui. Mais j'invite quand même Pierre et Ashley à rester là pour pouvoir réagir. C'était quand même fascinant. Diego, comment tu reçois... lequel des deux présentations t'a fait le plus d'effet d'abord? Si on revient à comme ça... Ouais, vas-y donc. Prendre le micro, parce que là, on a juste un pour 5. C'était la première présentation où est-ce qu'on voit vraiment le pouls des jeunes à travers le Québec. Celle qui m'a fait le plus d'écho. Tout ce qui a été dit par monsieur ici, qui est déjà? Pierre, c'est ça, voilà. Donc, Pierre, c'est vraiment véridique là, de ce que je perçois dans mon milieu de travail et dans les milieux de travail que j'ai fréquentés au sein des dernières années, puisque je travaille dans l'industrie touristique, en fin de compte, dans ma communauté à Wendake. Donc, tout ce qui a été dit par Pierre, ça reflète vraiment ce que les jeunes, du moins de mon entourage, ont comme vouloir, en fin de compte. Le salaire, c'est quelque chose qui revient souvent. Dans ma communauté, en fin de compte, il y avait un certain enjeu au niveau des emplois dans l'industrie touristique où est-ce qu'il n'y avait pas assez de Wendat au sein des entreprises parce que le salaire n'était pas si élevé que ça. Et on voit quand on voit Lumina, le parcours lumineux, est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler dans On Lumina? Certainement qu'il y en a qui sont allés aussi. Peut-être que vous avez vu, mais il y a plein de jeunes qui travaillent là. Il y a plein de jeunes de la nation Huron-Wendat, dont moi également. Et puis, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il a ouvert le parcours lumineux, il n'y avait pas énormément de jeunes, mais lorsqu'il y a eu du bouche à oreille dans la communauté, par rapport, entre autres, au salaire très élevé, 20 de l'heure, il y a eu énormément de jeunes qui se sont mis à aller travailler là. Puis d'autant plus qu'on parle des jeunes avec, justement, l'époque dans laquelle on est. En fait, ça a toujours été ça pour tout le monde, mais l'étude qui est très important, là, le réseau scolaire qu'on doit fréquenter, bien, on voit qu'une flexibilité, c'est très important aussi, puis c'est ce que j'ai noté également. Donc, moi, j'ai trouvé que la présentation de Pierre là, est très véridique, là, les statistiques, là, même dans ma communauté à Wendake. C'est peut-être pas comme ça pour toutes les Premières Nations du Québec, mais du moins à Wendake, c'est comme ça. Fait que je le reçois très positivement. Merci, Diego. Catherine, comment tu réagis, toi? Moi, je dirais que les deux étaient très complémentaires. Puis je trouve que l'ordre était aussi quand même intéressante. Pierre faisait peut-être un portrait plus global. Par la suite, on est allé plus au niveau de la santé, ce que j'ai trouvé super intéressant. Une chose qui m'a marqué beaucoup, c'est que Ashley mentionnait l'aspect de consultation. Puis ça, moi, dans tout ce que je fais, c'est super important d'aller prendre le pouls, je dirais, de la relève, parce que pour attirer la relève, il faut la comprendre. Puis pour ça, il faut aller s'asseoir avec, lui demander, comment elle se sent au travail. Puis tu l'as aussi mentionné très bien que, peu importe le programme, si on vient pas le personnaliser un minimum, c'est pas vrai que tout le monde dans la salle ici a les mêmes besoins, les mêmes réalités, les mêmes enjeux peut-être mentaux ou autres, physiques. Donc, c'est peut-être bien aussi de créer la responsabilisation entre les deux, donc entre les employés puis les employeurs, puis de venir vraiment, s'asseoir, partageons. Puis après, moi, je vais pouvoir, à titre de, par exemple, gestionnaire, peut-être mieux t'accommoder. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis il y a aussi une autre chose que dans les deux cas, je trouve que ça revenait beaucoup, c'était l'aspect d'accompagnement. Puis ça, en tourisme, il y a un manque d'accompagnement de la relève à la fin des études, puis sur l'entrée sur le marché du travail. C'est quelque chose qu'à la Fondation Alliance pour la relève, où je travaillais auparavant, c'est vraiment ça qu'on a constaté. Puis c'est vraiment ça qu'il y a plusieurs, initiatives qui découlent de ça dans l'industrie touristique pour venir vraiment pallier ça. Puis par la suite, c'est ce qui va permettre d'aider à la rétention de notre richesse humaine. Je pense que ça vaut la peine de prendre 2 secondes pour revenir sur... continuer à exprimer un peu ce que tu fais dans la vie, parce qu'en ce moment, tu travailles au niveau de l'éducation, à mettre en réseau tous les programmes. Veux-tu expliquer un peu c'est quoi ton rôle? Oui, je suis tout nouvellement coordonnatrice générale au niveau de l'ACFOR. C'est un super long acronyme qui est l'Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie. Oui, c'est très long, mais brièvement, je représente la voix de 68 établissements d'enseignement partout dans la province. Tant au niveau secondaire qu'on peut appeler professionnel, collégial ainsi qu'universitaire. C'est vraiment
d'arrimer en fait l'industrie, donc le terrain, avec tout ce qui est la théorie, l'académique, de créer un pont entre les deux. Peut-être que certains, vous êtes au courant, mais il y a certains programmes touristiques que ça fait 15 ans qui n'ont pas été modernisés. Malheureusement, si on veut devenir une destination de calibre international, comme on le mentionne, bien, la qualité passe par notre richesse, par les personnes qui sont tous ici dans la salle. Donc, c'est vraiment important de venir moderniser le tout. Et moi, je viens un peu, je vais dire, marteler ça auprès de différents acteurs publics et privés. Merci Catherine. Zéo, veux-tu nous dire un peu ce que tu fais? Parce que tu as pas mal d'implications, d'emplois, tout ça. Parle-nous un peu de tous tes rôles. Oui, bien, en fin de compte, je suis très impliqué dans l'industrie touristique dans ma communauté, puis également dans ma communauté en dehors de l'industrie touristique. Je suis ici aujourd'hui en l'honneur de Benjamin, en fin de compte, qui m'a invité à venir témoigner puisque je fais partie du comité jeunesse de Destination Québec-Cité. Donc ça, c'est un tout nouveau comité que l'industrie touristique de Québec a mis en place pour mettre de l'avant les jeunes ainsi que nos idéaux, nos idées et puis ce que l'on perçoit. Donc, ce comité-là qui a été mis en place, donc je suis là aujourd'hui pour cette raison-là. Puis également, dans mon industrie touristique, je travaille à Onwa Lumina, le parcours lumineux. Je travaille également comme guide au musée Rwanda. Puis peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de me rencontrer dans des visites guidées. Et sinon, je travaille comme conteur de mythes et légendes là, dans la Maison Longue Ekion Kesta. Et puis, je viens de me partir un podcast aussi auprès des jeunes de ma nation pour justement relever le pouls des jeunes au sein de ma communauté dans ce qui a trait à différents secteurs, que ce soit du milieu de la politique, que ce soit du milieu de l'industrie touristique, que ce soit du milieu de l'éducation. Donc, ça ressemble pas mal à ça, là, de tout ce que je fais. Puis dis-moi, Diego, ton impression de tes amis, par exemple, par rapport à leur travail, est-ce que tu trouves que le pouls de tes amis, c'est que la génération d'avant eux les accueille adéquatement? C'est quoi la relation entre ta génération puis celle qui la précède actuellement? Parce que de mon industrie touristique, il y a un très bon accueil de la part des autres générations qui sont avant nous. Pour ce qui est de d'autres industries, peut-être pas touristiques, il y a peut-être certains enjeux à régler. Pour ce qui est de la mienne, du moins, là, il y a un très bon accueil. On est très impliqués. On se fait impliquer même par nos employeurs. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est pas juste des jeunes de service, mais on est aussi ceux qui vont apporter justement l'avenir avec ça. Donc ça, c'est très important parce que si vous ne suivez pas le courant, bien, on va voir qu'à un moment donné, vous allez avoir pris du retard. Ce que je perçois, c'est que Tourisme Wendake, qui est une des entreprises auprès desquelles j'œuvre, met de l'avant souvent les jeunes. Récemment, c'était le Centre Vidéotron, là, le match des Premières Nations. Et puis, on était justement une bonne, au moins 5-6 jeunes qui étaient là, des jeunes en bas de 18 ans même, qui étaient là pour présenter l'industrie touristique. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à former et à forger la jeunesse de demain pour justement arriver à avoir une innovation actuelle pour que demain, ça apporte des fruits en fin de compte. Donc ça, c'est très important, puis il ne faut pas lésiner ça parce qu'on peut voir que ça va avoir des impacts sinon. Pour ce qui est de d'autres secteurs, on sait que parfois, ça peut être compliqué pour certains secteurs, c'est compliqué d'impliquer les jeunes, les mettre de l'avant. Mais pour ce qui est de mon secteur à moi, c'est très bien reçu, puis il y a un vouloir de la part de mon industrie touristique. J'adore. T'effleures la porte des autres industries à chaque fois en disant ça a l'air compliqué, mais tu reviens. Est-ce que tu as des recommandations pour ces industries-là ou quand tu penses à ces industries-là, tu penses auxquelles? C'est parce que je te vois, là. Tu as l'air de regarder dans une direction, puis tu dis, ça a l'air compliqué, mais ici, ça se passe très bien. C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu vois, là? Moi, je vois, entre autres, l'industrie de la restauration, entre autres. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là, beaucoup de non-jeunes non plus. La question du salaire, c'est quelque chose qui revient énormément. Ça, c'est quelque chose. Puis moi, je parlais plus au niveau touristique, là. Mais si on regarde ailleurs, là, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Puis, tu sais, une question d'être flexible aussi. Tantôt, on parlait justement qu'il fallait être... comment ils ont dit? C'est qu'il fallait être flexible. Donc, flexible et puis qu'il fallait être du fait que, je ne me rappelle plus comment il avait dit exactement, mais en fin de compte, il fallait être flexible auprès des jeunes. Donc, c'est très important parce que sinon, vous allez perdre votre monde. Donc, si vous n'êtes pas flexible avec eux, déjà, on est vraiment dans une ère où est-ce que nous, les jeunes, on est quand même dans une bonne ère, hein? On est à un bon moment. Il y a un manque de main-d'œuvre quand même assez grand. Donc, certains que nos employeurs veulent nous garder. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix parfois de faire des concessions auprès de certains de leurs employés. C'est quelque chose qui n'était pas possible autrefois, mais c'est quelque chose qui est de plus possible pour nous, pour notre génération actuelle. C'est pour ça qu'on voit que la vie personnelle, c'est très important aussi. Merci, Diego. Voilà. Merci d'avoir effleuré la restauration. Puis, Catherine, toi, tu sais,
t'es une personnalité de l'année, jeune chambre de commerce. T'as l'air d'avoir un parcours professionnel ultra dynamique avec des mentors qui t'ont ouvert la porte. Est-ce que ça me permet de me dire que tu as l'air d'avoir une très bonne relation avec la génération précédente? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, c'est quoi tes recommandations pour, disons, pour un jeune qui voudrait être mentoré ou pour quelqu'un de l'autre génération pour qu'il prenne conscience de sa responsabilité d'ouvrir la porte puis de tendre la main à la prochaine génération? Oui, bien, dans le fond, je vais revenir à ce que je mentionnais tantôt. Il y a un manque d'accompagnement. Puis une des façons d'accompagner les gens, c'est du mentorat, je vais appeler ça moderne, là, ou les fait que le co-développement, la co-création, les groupes de co-développement, le mentorat, le micro-mentorat, le co-mentorat. Il y a plusieurs façons de vraiment venir créer ce lien d'accompagnement-là, ce tremplin-là. Oui, j'ai été très chanceuse, où j'ai créé ma chance, je vais peut-être plus dire ça comme ça, d'aller cogner à la porte d'une personne que j'aspirais devenir comme lui. Puis, il est là, il est disponible. Les gens sont disponibles beaucoup plus que ce que vous le pensez et accessibles. Tu sais, ayez pas peur d'aller cogner tu sais, d'écrire, par exemple, à Pierre, tu sais, puis de dire, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que, tu sais... Je suis disponible. Vous voyez, c'est si simple que ça, pour vrai. Moi, j'ai écrit sur LinkedIn pendant la pandémie, puis de fil en aiguille, 1 an plus tard, il est vraiment devenu mon mentor, je veux dire, officiel, puis grâce à lui, j'ai eu ma job de faire la refonte de la Fondation Alliance pour la relève. Tu sais, un des exemples, je pense, qui permet de vraiment créer le pont, encore une fois, entre l'industrie et la relève, une des solutions. Donc, tout simplement comme ça, oui, je pense que c'est si simple d'avoir un mentor, mais un mentor peut tellement faire la différence. Puis je dis mentor, mais ça peut être coach, ça peut être un prof. Moi, il y a beaucoup de... En fait, c'est Karine Germain, ma prof du cégep Limoilou, qui m'a donné la passion pour le tourisme, puis je la remercie grandement. Mais par la suite, c'est de savoir bien s'entourer qui va nous permettre de nous propulser davantage. On a tous un potentiel, mais si quelqu'un est capable de croire en nous, on a un petit feu, hein, mais si quelqu'un est capable de l'allumer puis que ça devienne une grosse torche, ben tant mieux, tu sais. Fait que, apprécions avec qui s'entourer, mais il faut apprendre à bien s'entourer. Bien, je passerai la parole à Pierre. Pierre, tu t'as parlé au nom de ton rôle comme président-directeur général de la Jeune Chambre de commerce, mais tu es regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Mais tu es un professionnel de grand talent. Tu as des capacités de créer des réseaux. Ça fait 3 ans qu'on se connaît maintenant à peu près. Puis, je t'ai vu évoluer. Tu as la capacité de créer des liens forts. Tu as probablement eu accès à des gens qui t'ont mentoré. Tu donnes probablement au suivant. C'est quoi ta perception des relations intergénérationnelles? Est-ce que tu trouves que de ce que tu vois, ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des défis? Est-ce que si tu pouvais donner des recommandations à la génération d'avant, qu'est-ce que tu leur donnerais pour créer du lien avec la nouvelle génération? C'est une grosse question, là, mais c'est quoi ta lecture de ça? La réponse courte, c'est que je dirais que malheureusement, il n'y en a pas assez. On l'a d'ailleurs vu, il y a eu une belle annonce sur le retour des seniors au travail lundi, justement, par la ministre Catherine Champagne-Jourdain, puis le conseil du patronat. Puis moi, je vois là-dedans une opportunité extraordinaire, parce que ces personnes-là, elles ne peuvent pas partir du marché du travail sans partager leur expérience, sans aider la jeune génération à gagner en productivité, à gagner du temps, à élever nos organisations. Quand je vois les jeunes chambres de commerce qui font c'est extraordinaire, beaucoup ont un réseau de mentors, travaillent sinon avec le réseau mentorat pour aider de ce côté-là. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus aussi, quand je disais qu'il n'y avait pas assez de liens, c'est que justement, pourquoi on a créé cette série de sondages dont je vous ai parlé, c'est justement parce qu'on estimait on manquait d'un dialogue intergénérationnel sur la nouvelle réalité du marché du travail, la perception qu'ont les employeurs du marché du travail, la perception qu'ont les jeunes du marché du travail, mais aussi que on soit capable de se parler puis de dire qu'un jeune aussi comprenne que l'employeur n'a pas peut-être la flexibilité qu'il souhaite et qu'ils comprennent aussi cette réalité-là, parce que les employeurs ont une réalité, ils ne peuvent pas acquiescer à toutes les demandes de la nouvelle génération. Ils essayent souvent de faire leur mieux. Au Québec, je vous rappelle qu'on a quand même près de 50% de PME, de TPE, donc 1 à 4 employés. Donc forcément, tu n'as pas la même latitude qu'une entreprise de 1000 employés ou de 100 employés, etc. Donc, réponse courte, non, je pense qu'il n'y a pas assez de lien, mais on gagne à le faire. Puis j'encourage aussi les jeunes à avoir cette proactivité pour créer le dialogue et aussi cette humilité de comprendre la réalité des employeurs, puis des personnes aussi qui sont passées avant eux et qui n'ont pas eu la même réalité, parce qu'il y avait un marché du travail qui était complètement différent. Et je pense que donc il faut qu'il y ait un mouvement dans les deux sens et qu'on essaie de trouver justement le juste milieu et l'équilibre qui permettra de marché du travail, de tirer le maximum. Et comme j'ai dit, au final, c'est la création de notre richesse collective qui est en jeu.
Et si on veut être capable de faire plus pour notre société, d'avoir une société toujours plus équitable, verte, inclusive, ben, il faut trouver ce terrain d'entente pour réussir. Et merci pour tes bons mots, c'est vraiment apprécié, David. Ben, en fait, j'ai même envie de continuer juste 2 secondes parce que, tu sais, à titre de PDG, tu te ramasses, par exemple, je me rappelle, sur la table de concertation au niveau des partenaires du milieu du travail. Ouais, c'est ça. Fait que t'es avec je vais dire, des adultes, là, tu sais, des gens. Ouais, je suis le bébé. Non, mais j'imagine, je veux dire, on est des adultes, mais on est les bébés des uns puis les adultes de l'autre. Je pense que tout le monde, vous le vivez un peu. Quelle posture tu prends ou c'est quoi l'état d'esprit que tu prends quand tu vas dans ce genre de rencontre-là? Puis je le nomme juste en disant, tu sais, quand on veut créer un dialogue intergénérationnel, ce que moi j'ai ressenti dans mon expérience, c'est souvent que tout le monde a un sentiment d'imposteur. Souvent, l'autre se sent pas vraiment en position de donner au suivant parce que c'est la première fois qu'on lui demande. Je dis pas tout le... mais il y a des gens qui ont des postures plus fréquentes que d'autres. Puis le jeune, ou la posture de jeune en nous dit, ben, lui, pourquoi il prendrait, ou il ou elle prendrait du temps pour venir me donner son expertise. Est-ce que ça vous parle un peu ce que je veux dire? Fait que toi qui se ramasses dans des tables de concertation avec d'autres représentants de réseaux d'affaires, par exemple, c'est quelle posture tu prends pour te sentir d'égal à égal? Ouais, donc pour vous remettre dans le contexte, c'est un peu technique, mais dans le fond, il existe au Québec quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la Commission des partenaires du marché du travail. C'est une organisation qui fonctionne exclusivement par consensus, qui existe juste au Québec. Et on est 18 à être nommés par le Conseil des ministres pour orienter les politiques d'emploi au Québec. C'est très large, c'est un mandat très technique, c'est très demandant. Je siégeais encore ce matin pendant 3 heures. Et donc, il y a 6 représentants des syndicats, 6 représentants des patrons, je représente donc les jeunes patrons, et 6 personnes qui représentent le Collège d'éducation communauté. Puis c'est vrai que ça peut être intimidant. Tu arrives là la première fois, quand je suis arrivé, je me rappelle, il y a 3 ans et demi autour de la table, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Il y avait vraiment un réel rôle qui était, pour moi, assez déstabilisant. Et je pense que c'est aussi à nous dans ce temps-là, puisque je suis quand même relativement jeune, là, je tourne autour de 35 ans, je ne donnerai pas mon âge exact, mais par là, au bout d'un moment, tu ne peux pas feindre la compétence. Donc, tu travailles juste pour t'assurer que tu as ta place, puis tu la justifies pas seulement parce que tu as une place qui est réservée, parce que tu tournes autour de cet âge de 35 ans qui était le cut. Et tu peux être sur le syndrome de l'imposteur, c'est drôle, mais je donnais une conférence à l'UQAM, donc à Montréal, il y a quelques semaines, puis je leur ai dit que j'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur, notamment quand je suis arrivé dans mon rôle. Puis j'ai eu comme des moments eureka, dernièrement, dans les derniers mois, où je me suis dit, je ne suis pas un imposteur. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais en fait, là où le bas blesse, c'est que je me suis rendu compte que je suis passé à une autre étape de ma carrière et maintenant, j'ai un nouveau syndrome de l'imposteur. Donc, vous apprendrez que peu importe où vous êtes dans votre carrière, vous aurez toujours le syndrome de l'imposteur. Et donc, le seul moyen de dealer avec ça, c'est de vous assurer que vous placez les bonnes actions pour faire en sorte que vous jouez votre rôle pleinement à la hauteur de votre talent. Donc, c'est juste ça que je voulais partager. Merci, Pierre. Ashley, experte, ou du moins experte en santé mieux-être au travail, tu as vu pas mal d'organisations. Quand on parle d'intergénérationnel, c'est quoi qui te frappe de ce que tu vois? Est-ce que tu as le sentiment que c'est naturel pour les gens d'ouvrir la porte à l'autre génération dans les organisations? Puis si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, comment on peut favoriser ça, selon toi? Je dirais que ça dépend de l'organisation. Par exemple, je nous utilise comme exemple, nous, on a quelqu'un, on est une petite équipe, là, on est 12, mais on a quelqu'un dans chaque tranche, à chaque 10 ans, là, de la vingtaine jusqu'à fin soixantaine, même 70. Puis, par exemple, nous, vu qu'on a un climat de travail hyper sain, on pratique ce qu'on prêche, ça va bien. Puis, je pense c'est le climat de sécurité psychologique qu'on a, puis c'est ça qui fonctionne bien, tandis que dans d'autres milieux, dans d'autres organisations, par exemple, dans un ancien emploi, j'étais la petite jeune au travail, puis j'étais pas prise au sérieux, puis je pense que c'était justement ça, là, il manquait de confiance, d'autonomie et tout ça. Donc, je pense que ça revient vraiment à d'essayer de travailler au niveau des pratiques de travail, de la culture organisationnelle. Puis, c'est plus facile à dire que de mettre en place, mais que ça parte de la direction, là, comme je disais, d'avoir vraiment une direction qui est engagée, puis qui montre l'exemple, puis qui crée justement cette culture-là saine pour toutes les générations. Merci, Ashley. Ouais. En passant, on est dans une conversation, c'est la fin de la journée, vous avez comme... je pense qu'on peut se donner de l'énergie en échangeant des questions. Fait que si vous avez des questions, levez la main.
Je dirais, on a 4 jeunes, 5 jeunes, si je voulais de réponse. T'sais, non, mais on a des jeunes qui ont différentes tâches, puis je pense que l'objectif de cette conversation-là, c'est justement d'amener cette perspective-là. Fait que des fois, peut-être même de challenger certains processus sur certaines réflexions que vous avez pour vos organisations, c'est le moment. Fait que Diego, dis-moi, toi, comme travailleur, je dirais, c'est quoi ce que tu t'attends d'un employeur aujourd'hui? Puis, je dirais, tu peux évidemment vanter ton employeur comme tu le fais si bien là, depuis le début, mais disons là, que ça pourrait être mieux, là, sans lui dire que c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu t'attends? Quelles sont les conditions gagnantes pour que tu sois full motivé, là? Bien, là, je vantais un employeur parmi plusieurs que j'ai, là, mais dans le fond, les conditions gagnantes, vraiment, c'est avoir un bon salaire, mais surtout quand on est jeune, puis ça dépend de quelle tranche d'âge qu'on fait partie. Je veux dire, un jeune de 16, 17, 18 ans n'aura pas les mêmes conditions qu'un jeune de 25, 26, 27 ans. Je veux dire, ça va dépendre vraiment de la tranche d'âge que vous avez. Puis je pense que peut-être que je représente la plus jeune ici. Là. J'ai 17, 18 ans. Là. Fait que je sais pas les autres, en tout cas. Peu importe. On va pas dire notre âge. Peu importe. Peu importe. Fait que, tu sais, moi, du moins pour ma tranche d'âge, ce qui est très important, c'est vraiment, tu sais, au niveau, tu sais, que l'employeur, tu sais, nous laisse une flexibilité quand même assez grande pour ce qui est des études. C'est très important. Puis aussi, pas nous pousser à la surcharge. Ne pas nous faire travailler tous les jours nécessairement. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime ça. Mais il y en a beaucoup, justement, qui veulent avoir le moins d'heures possible. Juste avoir quelques heures dans la semaine, c'est l'idéal pour eux aussi, là. Donc, ça, c'est pour ma tranche d'âge à moi. Pour des gens plus âgés, par contre, ça va devenir très important, par contre, d'avoir des heures nécessaires, justement, à qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Puis c'est ça, donc la flexibilité, ainsi que le salaire très important. C'est quelque chose qui est qui va marcher vraiment pour votre entreprise si vous en avez un bon. Moi, dans ma communauté, on était seulement 3 jeunes autochtones au départ dans mon entreprise, pas mon entreprise, mais Tourisme Wendake, qui travaillait à Onwa Lumina. Puis il en manquait beaucoup, là, je veux dire 3 jeunes autochtones sur environ 15 employés, c'est-à-dire que tous les autres étaient non autochtones. Qu'est-ce qui a pu être fait pour que cette relève-là autochtone soit mise en place? Bien, ça a simplement été du bouche à oreille, tu sais, leur dire « viens travailler là, parle à ton ami, puis il va venir aussi ». Fait que, tu sais, vraiment, dans vos industries, là, si vous avez des gens qui connaissent beaucoup de personnes, là, ben, tu sais, donnez-leur une mission d'aller chercher des employés. Puis à la limite, rémunérez-là, ça va énormément fonctionner. Donc, tu sais, ça a été le cas pour Tourisme Wendake. 8 jeunes autochtones en plus qui ont aussi ajouté un autre autochtone d'un de leurs amis. Donc, ça a fait en sorte que ça a renouvelé l'équipe au complet. Puis comme ça le disait dans les statistiques, puis c'est très vrai, ça, c'est 65 des jeunes, du moins, ont l'intention de rester au sein de leur travail, qui n'ont pas l'intention de changer. Donc, ça démontre encore une fois que un corps d'emploi, c'est nécessaire. Puis c'est nécessaire pourquoi? Ben, tu sais, la flexibilité, puis tout ça qui revient. Tellement. Catherine, tu allais réagir, vas-y. Oui, bien, parlant de flexibilité puis d'études, moi, je pense qu'une des choses que j'ai appréciées le plus de mon ancien employeur, c'était cette flexibilité-là, mais parce que j'étais dans le mouvement étudiant, puis j'étais dans 20 comités, puis dans 5 conseils d'administration. J'étais présidente d'une asso étudiante en gestion à Montréal, à l'ESG-UQAM. Mais toutes ces activités-là, veux pas, tu sais, je faisais bien 20 heures semaine quand même à ma job, mais j'avais tout ça sur le côté, mais ils devaient comprendre à un certain point que j'étais en train de me former, que j'étais en train de me créer ma tête, de me bâtir des réflexions. Puis ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé de l'Alliance, c'est qu'ils m'ont offert ça, ce terrain d'apprentissage en même temps. Puis ça, c'est un des conseils que je vais vous donner dans vos organisations. Si vous avez un conseil d'administration ou autre, ou un comité, n'hésitez pas à créer un siège pour la relève, un siège étudiant. C'est super important. C'est là qu'il y a un beau partage. Puis la personne, si c'est le premier qu'elle fait, je dis pas que ça va être la meilleure, non, mais elle va apprendre vraiment beaucoup, très rapidement. Puis c'est ce que moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai été capable justement d'évoluer, je pense, grâce à ça, grâce à mon implication, que je continue maintenant dans ma vie à devenir un acteur de changement. Bien, ça passe aussi par notre implication. Puis je veux aussi juste rajouter, moi, je pense pas que c'est le salaire qui a été quelque chose qui m'a accrochée. Je suis passionnée par ce que je fais, puis ça me permet de faire des très grandes heures, tu sais, je vais dire ça comme ça. Mais c'est aussi la mobilité que j'ai eue dans ma carrière, d'avoir de multiples carrières dans un même emploi. Et je m'explique. Si, par exemple, on fait un stage dans une organisation, bien, si à chaque année, on fait, disons, 3 stages, on est capable de bouger dans les différents départements, avoir différents rôles, bien, c'est là qu'il y a un sentiment d'appartenance puis, envers l'organisation, puis qu'on devient des bons ambassadeurs de, justement, nos organisations. Puis après, on peut évoluer vraiment plus rapidement dans, disons, dans nos emplois.
Tu confirmes que tu es l'exception à la règle, puisque si ce n'est pas le salaire, c'est bien la carrière qui est importante pour toi. Ouais, je suis vraiment l'inverse. D'ailleurs, tu sais, Pierre, tu es un gestionnaire donc, du regroupement des jeunes chambres. Tu as eu plusieurs employés. Fait que tu as eu la chance de tester dans l'action les données que tu as eues dans ton sondage. C'est quoi qu'est-ce que tu as découvert dans les 4 dernières années à gérer une équipe de jeunes professionnels? Là? C'est quoi qui t'a frappé dans les bonnes manières de les mobiliser ou même les erreurs que tu aurais faites, que finalement tu ferais ça différemment? Ben, en fait, j'ai eu une carrière avant le regroupement aussi, où j'ai déjà été gestionnaire. J'avais d'ailleurs pas mal plus d'employés, mais j'étais dans le retail. T'étais où? Dans le retail, ben, sur mesure. Okay. Mais dans le retail, c'est une réalité qui est très proche du tourisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens à temps partiel, les marges sont plus limitées, etc. Donc, il y a une réalité qui est très, très spécifique. Mais là, clairement, moi, j'ai vu le changement de près dans le marché du travail. Puis je sais qu'on est quand même chanceux parce que je pense qu'il y avait déjà une culture en termes de charge de travail, même si on a un OBNL, qu'on fait toujours plus avec moins. Il y avait vraiment déjà plus de place. On offre quand même beaucoup de vacances pour un OBNL, fermé tous les vendredis pendant de juin à septembre. Il y avait beaucoup de choses en place qu'on a également mises, tout ce qui est assurance collective, avantages, etc. Très grande flexibilité en termes de télétravail. Les gens travaillent juste une journée au bureau. Donc, c'est sûr que je pense qu'on était bien de ce côté-là, mais évidemment, je garde toujours les yeux ouverts avec les statistiques. J'ai vu de très près ce qui se dégageait dans le marché, puis j'ai essayé de m'en rapprocher aussi comme employeur, puisque je pense que c'est ce qui fait qu'on a perdu très peu de gens, je dirais, depuis que je suis là, à part les 2 dernières semaines où j'ai perdu 2 personnes pour fin de cycle, là, quand même, des gens qui étaient avec nous depuis 5 ans, ou une personne justement qui a eu un enfant, puis qui voulait par contre quelque chose de complètement différent. Donc, c'est ce que je vois sur le terrain, ce que je vois dans mon équipe, c'est quand même très proche. Reste que je parle beaucoup du dialogue intergénérationnel, même si je ne suis pas si vieux que ça. Ben, j'ai quand même dit à mon équipe, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. J'espère que vous le comprendrez parce que moi, je fais vraiment mon maximum pour m'assurer que vous vous retrouviez vraiment en termes de bien-être, de conciliation, et qu'ensemble, ben aussi, on atteigne la mission qui est la nôtre du regroupement et le plan stratégique qui va avec. Et je pense qu'au final, c'est beaucoup aussi une question de communication, mais aussi de leadership, être capable de faire en sorte que les gens adhèrent à notre vision, adhèrent à nos valeurs. Puis ça aidera beaucoup aussi, je pense, dans le quotidien aussi, parce qu'eux vont avoir cette responsabilisation-là dans les actions qu'ils vont poser tous les jours. Tellement. Puis moi, ça me fait penser à... J'ai un petit frère qui est 7 ans plus jeune que moi, puis il vient du monde, il est en comptabilité, puis en finance, puis tout ça. Puis dans la tradition des cabinets de comptables, les premières générations, les employés de première, deuxième, troisième anniversaire... Excusez, je suis fatigué, là. N'ont pas le droit de faire de développement des affaires. Fait que, il est arrivé avec un contrat comme un énorme contrat, parce qu'on avait travaillé ensemble, j'avais fait une passe, tout ça. Puis il a été comme... Ils l'ont pas valorisé, voire ils l'ont réduit. Ils l'ont pris, c'est devenu le client fort de l'organisation. Mais lui, il n'a jamais eu de valorisation sur ce projet-là. Puis ça, c'est comme pour moi un grand exemple de... Tu sais, à un moment donné, quand la nouvelle génération veut tellement, puis qu'on les freine parce qu'on se dit, c'est pas comme ça ici. Parce que moi, je me suis fait chier pendant 30 ans. Tu vas pas arriver puis être passionné dès le début. Ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. C'était un peu gras, comment je le dis, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit dans une tonne d'industries, tu sais. Fait que pour moi, c'est un flag. Si, comme gestionnaire, on a, pendant une seconde, cette idée-là que ça peut pas être aussi fun. Ben, il y a un problème dans notre manière de voir notre travail, tu sais, parce que si on veut avoir une nouvelle génération de gens motivés, ben, il faut se mettre dans leur peau. Ils arrivent avec une tonne de qualités qu'on n'a pas, une tonne de skills technologiques qu'on n'a pas, puis si on n'est pas capable de les motiver, ben, ils vont aller ailleurs, puis malheureusement, c'est nous qui allons rater le bateau comme gestionnaire. Ashley, dis-moi, toi, comme de ton expérience, puis j'ai envie de dire personnellement, c'est quoi qui te drive? C'est quoi qui te motive le plus dans ton emploi ou en général, qu'est-ce que tu recherches pour être motivé dans un emploi? J'ai envie aussi de rebondir sur les discussions sur le salaire. Honnêtement, ça m'a étonné que ça ressorte en numéro 1 parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment attirer les employés. Mais je sais pas, je doute que ça les fait rester parce qu'à la fin de la journée, si tu as un très bon salaire, mais tu tombes en épuisement professionnel, ta charge de travail ou tu as une culture toxique, bien, c'est sûr que tu ne voudrais pas rester là. Fait que moi, justement, ben c'est ça qui me motive là, d'avoir un... J'ai changé de milieu justement pour avoir un milieu de travail plus flexible, qui me font confiance, qui me
Il y a zéro, c'est de la gestion par confiance, le super travail d'équipe, on a des très bonnes conditions. Puis pour moi, j'ai choisi ça. C'est sûr que le salaire reste important. Il faut bien que tu vives, que tu payes ton loyer, tout ça. Là, mais à la fin de la journée, je pense que le fait aussi d'avoir une vie à l'extérieur du travail, de finir ta journée de travail, encore avoir de l'énergie, je trouve que ça affecte tout dans ta vie, pas juste ton travail, tu as plus d'énergie pour ta famille, pour tes amis, pour tes activités. Fait que pour moi, c'est ça qui me drive, là, clairement, c'est ça, là, d'avoir un milieu un peu plus sain, plus flexible, puis qui me fait confiance. Alors, mot de la fin, les amis. Quelle recommandation, un conseil, là, de votre expérience, de votre discussion, s'il y a un conseil à se rappeler de notre conversation aujourd'hui, pour un gestionnaire, un employeur, c'est quoi? C'est soyez à l'écoute de vos employés, de leurs besoins, puis comptez sur votre jeunesse qui va suivre après vous. Donc, ça va être vraiment la grosse partie du gâteau pour ce qui est de l'avenir. Voilà. Merci, Diego. Pierre? Oui, l'écoute, puis c'est ce que j'allais dire, mais c'est un chemin à deux sens. Ça va aussi bien pour les personnes plus âgées que pour les plus jeunes. Donc, je pense qu'au final, c'est le dialogue, la compréhension et la recherche d'un équilibre qui est sain pour tout le monde, qui permettra vraiment à notre marché du travail de relever les défis qui l'attendent. Je dirais aussi d'avoir confiance en soi, qu'on a de la valeur à apporter. C'est les jeunes, d'avoir confiance en eux, que les personnes plus aînées ont envie de travailler avec nous et vice-versa, puis de créer cette relation de confiance, j'imagine? Confiance et humilité. La confiance dans leur talent, dans leurs ambitions, mais aussi l'humilité de savoir qu'il y a des personnes qui sont passées avant, puis qui gagnent tout à échanger avec. Merci, Pierre. Catherine? Bien, c'est l'amalgame des solutions qui permettent de contrer la pénurie de main-d'œuvre, mais la relève en fait partie, ne l'oubliez pas. Puis je vous donne une petite tâche à faire. Si vous avez quelqu'un de la relève, un étudiant ou autre qui est chez vous en ce moment, écrivez-lui, demandez-lui comment ça va, peut-être d'aller prendre un café, puis dire, tu sais, peut-être, je sais pas, une relation de mentorat va peut-être en découler. Puis sincèrement, c'est une des plus belles relations parce que ça vient faire du donnant-donnant. Un mentor grandit, puis un mentoré va grandir autant. Donc voilà ma tâche pour vous. Puis même le mot mentorat, pour moi, de mon expérience, j'ai souvent cherché un mentor, je me suis associé avec des amis. Oui. Parce que des fois, la relation de mentor, elle arrive pas quand on désire, j'ai envie que tu sois mon mentor. C'est comme, tu te dis, genre, tu as un âge vénérable, tu vas être mon mentor, puis finalement, c'est un pote. Mais c'est ça, un mentor, ça n'a pas besoin d'être un PDG d'industrie, absolument pas. Puis je pense qu'on peut avoir aussi plusieurs mentors. Sincèrement, profitez-en. Puis justement, tu peux en devenir un pour moi comme n'importe qui dans la salle, mais la relation doit se bâtir, puis ça peut commencer par un café. Merci, Catherine. Ashley, le mot de la fin. Oh, OK. J'aurais envie de revoler un peu de tout ce que tout le monde a dit. Bien, moi, j'allais dire, de vraiment mettre en place des actions qui répondent aux besoins. On ne peut pas juste assumer que les employés ont besoin de telle affaire si on ne leur demande pas. Puis aussi de favoriser la communication, mais bidirectionnelle, là, top-up, bottom-down, que ça vienne des employés, mais des gestionnaires, puis aussi de faire confiance là, à la jeune génération. Diego Gros-Louis, Pierre Graff, Catherine Pelletier, Ashley Lamotte, merci énormément de votre précieuse générosité, votre temps.